Enfin, on est 11h05, mais un tout petit peu de personnes, mais on va quand même commencer. Alors, on parle du foncier. Alors, c'est un sujet sur lequel on s'est penché parce qu'effectivement, la loi climat et résilience nous donne un cadre nouveau pour les observations de foncier et d'habitat. Et c'est un peu ce qu'on va vous montrer aujourd'hui. Alors, on ne va pas aller dans le détail de l'observation, c'est plutôt de vous donner un peu le cadre de ces nouveaux observatoires. Et ensuite, on ira sur un champ plus d'un travail exploratoire que l'on a mené avec les services de l'agglomération, services économiques et services aménagement. On a appelé ça un travail exploratoire sur des gisements à plus long terme. C'est Romane qui parlera de ce sujet-là par la suite. Donc moi, je vous donne juste un peu le cadre. Par rapport à la loi, on a une observation qui peut être très statistique et très analyse de données, et puis on peut avoir une observation qui est plus sur le terrain, en tout cas qui rappelle en fait que l'observation des données, ça rapproche en fait du terrain, et qu'il vaut mieux avoir un peu une adéquation entre les deux pour ne pas être plus hors champ en fait, pour trouver d'observation. Donc la loi climat et résilience qui date de 2021, je pense que vous en avez tous parlé, on en a déjà parlé dans différentes manifestations de l'AER, de la FU, pardon. Donc on en a déjà parlé sur les éléments qui changeaient en termes d'urbanisme. Et donc elle prône la généralisation de l'observation. Alors on avait déjà des observatoires, mais là, elle renforce ces observatoires, notamment sur le foncier, l'habitat et les zones économiques. Donc, avec un inventaire des zones économiques. Alors, l'objectif de ces observatoires, ce que la loi dit, c'est de mieux protéger l'environnement par justement une sobriété de l'aménagement. Donc, dans l'approche plus statistique terrain, on a la question pourquoi observer et que va-t-on observer. Donc, dans le pourquoi observer, c'est vraiment pour mieux réagir, pour mieux aussi guider en fait, l'élaboration des politiques publiques en matière d'aménagement. Donc, on parle de PLUI maintenant à l'échelle de l'agglomération, de SCOT et même de SRADET en fait, à l'échelle régionale. Donc, ces observations, alors c'est déjà des données qu'on a, enfin, finalement, le territoire, étant donné qu'il était déjà pourvu, le territoire de l'agglomération, je parle, était déjà pourvu d'un programme local de l'habitat. Donc en fait, ce qui veut dire qu'on avait déjà des éléments qui étaient étudiés, observés, et donc ça va être une base de l'observation telle que la loi nous demande. Donc, parce que la loi actuellement demande que l'observatoire soit foncier et habitat. Et à côté, on a l'observatoire des zones économiques, sur lequel nous ne parlerons pas aujourd'hui. Mais l'observatoire foncier et habitat est quelque chose qui rassemble l'ensemble des données, notamment en termes d'analyse du foncier, mais aussi en termes de construction de l'habitat, de construction de logement, de construction dans le tissu urbain, dans le tissu en extension. C'est déjà des éléments sur lesquels l'agence, enfin, en tout cas l'agglomération a déjà travaillé et que l'on va compiler, on va regarder de quelle manière ils peuvent s'harmoniser, surtout en termes de délai, en fait, enfin, s'harmoniser dans le sens où il faut qu'on puisse répondre à l'ensemble en fait, des demandes de la loi. Et qu'on puisse aussi regarder de quelle manière il y a des normes dans les éléments qui sont déjà analysés, observés et autres. Alors, ce que je veux mettre en avant, c'est qu'effectivement, on ne part pas de rien. Comme je vous le disais, il y a déjà des observateurs qui ont été faits. Alors, au niveau du foncier, l'agence, elle avait déjà travaillé sur le foncier agricole. Alors, c'était des études anciennes, donc on va faire un bond en arrière important. Donc, on avait déjà, en 2018, travaillé sur le foncier agricole. C'était plus une notion de savoir quel était le foncier qu'on pouvait maintenir en agricole et avec un retour vers les communes pour inciter les communes à changer le type de
culture sur les parcelles qui étaient communales. Et donc c'est tout un travail d'analyse cartographique qui avait été fait et qui était à destination des communes. Ensuite, on a travaillé davantage en fait, sur des parcelles agricoles qui n'étaient pas recensées en tant que telles parcelles agricoles au sein des PLU. C'était plutôt des espaces qui avaient une culture, mais qui n'étaient pas zone agricole en fait, au PLU, et qui pouvaient être mobilisés pour faire de l'agriculture urbaine. Donc c'est un peu un travail qu'on a mené pour montrer de quelle manière on peut mobiliser du foncier pour nourrir la population à proximité. Il y a un autre travail que l'on a fait aussi sur les opportunités au sein de la commune de Mulhouse, enfin de la ville de Mulhouse. Donc l'idée était vraiment de pouvoir retrouver des pépites de lieux pour une urbanisation, en tout cas des programmes de logement différents par rapport à ce qui se passait en fait sur la commune et en dehors aussi des zones prioritaires. Donc c'est un travail qu'on a mené avec Citivia et donc le service aménagement de l'agglomération. Il nous a permis de pouvoir identifier certains secteurs et puis se sont déclinés après différents projets parce que des promoteurs se sont mis en fait sur ces différents lieux. Donc c'était un travail un peu récurrent puisqu'on l'a mené trois fois de suite, enfin pas nécessairement à 3 années différentes, mais avec un échelon en fait, de 2 ans entre chaque travail, pour essayer de balayer le plus possible d'opportunités qu'on pouvait avoir sur la ville de Mulhouse. Et il se fait que le dernier travail que l'on a mené nous a montré qu'il n'y avait plus beaucoup de possibilités sur la ville de Mulhouse pour des espaces à urbaniser, enfin, en tout cas dans l'immédiat. Ensuite, on a fait un autre travail. Je parlais de l'inventaire des zones économiques que l'on ne va pas aborder aujourd'hui, mais je vous mets quand même en avant ce travail qu'on a fait, qu'on avait déjà présenté d'ailleurs, sur les opportunités qu'on pouvait avoir dans des zones d'activité. On avait fait un travail sur 4 zones d'activité en regardant les gisements possibles dans ces zones d'activité. Donc c'était des bouts de parcelles qui pouvaient être importants et donc qui pouvaient être mobilisés pour soit construire, mutualiser en fait avec le propriétaire un bâtiment avec des bureaux. Enfin, voilà. Donc il y avait cette réflexion-là de quelle manière on avait un potentiel dans les zones d'activité qui étaient inexploitées et de quelle manière nous pouvions le mobiliser par la suite. Et puis d'autres sujets, parce que comme je disais tout à l'heure, effectivement l'habitat est déjà bien observé. Donc, je ne vais pas non plus aller trop loin dans ces démarches-là, puisque ce n'est pas moi qui porte ces sujets-là. Mais donc, le marché locatif est déjà en fait observé depuis longtemps, la construction, enfin, etc. Donc c'est déjà quelque chose qui est mis en place au sein de l'agglomération et qui sera compilé dans un observatoire plus complet. Donc, ce qui me permettait de dire qu'en fait, parfois on parle de l'usage, parce que quand on parlait des terres agricoles, c'était vraiment l'usage agricole, et puis on observe aussi les opportunités de densification dans les différents lieux. Juste un exemple, c'est la carte par rapport au repérage du potentiel agricole pour de l'agriculture urbaine. Donc c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, c'est des parcelles qui sont à proximité du tissu urbain, mais qui ne sont pas classées en zone agricole. Je vous ai juste mis la carte parce que c'était un travail qu'on avait fait de manière collaborative avec les services, et donc c'était une carte qui était accessible via un lien sur ArcGIS, et donc tout le monde pouvait renseigner, ou en tout cas aller consulter cette carte. Donc le deuxième travail, je ne vais pas aller plus loin, mais je vous mets juste l'exemple de quelle manière nous avions travaillé sur les zones d'activité, de repérer le potentiel des surfaces qui étaient dans certaines zones. Finalement, il y a quand même du potentiel. On a quand même, et encore, l'exemple que j'ai pris là, c'est une des zones d'activité les plus remplies, mais c'est vrai qu'on a encore du potentiel dans ces zones. Et puis, la dernière carte que je vous montre, donc,
donc c'est la carte la plus récente de l'analyse du foncier entre 2011 et 2021. Donc ça c'est un travail qui a été mené par Christelle et Nicolas qui étaient en stage à l'agence. Là aussi c'est une carte interactive puisqu'elle est à destination des communes et que l'idée des communes, enfin je pense que certains élus l'ont certainement vu passer, puisque c'est un travail d'analyse à partir de différentes couches cartographiques et puis qu'il y avait une vérification à faire au niveau des communes pour voir si tout était correspondait en fait à l'image de leur commune. Donc c'est un peu les principes et en tout cas les différents éléments d'observation qu'on a pu mener actuellement. Et donc je passe la parole à Romane qui va vous parler de ce travail le plus exploratoire. Alors je vous mets juste quelques éléments de contexte. Donc on a travaillé avec les services de l'agglomération économie et aménagement. Pour l'instant, c'est vraiment qu'un premier jet. Romane va vous parler de la méthode que l'on a utilisée, de quelques résultats, mais l'étude n'est pas validée, donc elle sera disponible un petit peu plus tard. Mais en tout cas, ça vous donnera quand même un peu une idée de quelle manière on peut explorer les choses pour retrouver un peu les fonciers pour l'avenir. Donc, comme vous l'avez déjà dit Catherine, c'est une mission réalisée en étroite collaboration avec les services développement économique et aménagement du territoire du M2A. En fait, il s'agit d'une mission de repérage des gisements fonciers mobilisables à moyen ou à long terme et à vocation principalement économique. En effet, donc dans un contexte législatif qui impose sobriété foncière et rationalisation de la consommation de l'espace, l'enjeu est alors d'anticiper la mobilisation et de se saisir des opportunités d'un RP. Comment la mission est-elle pensée? Eh bien, dans un premier temps, il s'agit d'identifier l'ensemble des gisements, puis de les analyser à partir des documents réglementaires et de visites directement sur les sites. Ensuite, il s'agissait d'évaluer la mutation dans les limites dynamiques urbaines connues et d'imaginer des évolutions futures de développement en fonction des potentiels urbains. Donc, à partir de ces données et de ces réflexions, on a alors rédigé des fiches descriptives individuelles sur chacun des sites. Et dans la suite de cette mission, il s'agira de sélectionner quelques-uns de ces sites pour mener une analyse plus poussée et faire des propositions de développement plus concrètes. Donc voici pour la vue d'ensemble de cette mission. On va maintenant pouvoir passer à la présentation de la méthodologie un peu plus détaillée. Donc, comme je vous l'ai dit, la première étape de cette mission est d'identifier l'ensemble des terrains, et ce par relevé cartographique dans M2A. En fait, l'idée était d'identifier tous les terrains en se disant qu'ils pourraient peut-être un jour changer d'usage. On a donc pris de grandes libertés tout en sachant qu'il y avait quelques contraintes comme que le secteur doit se situer en dehors des zones d'activité, en dehors des zones naturelles et agricoles et qu'il doit être d'une superficie suffisamment importante. Donc ensuite, nous nous sommes rendus sur les sites pour apprécier leur situation, leur localisation, leur fonctionnement et leur environnement. Cela nous a permis de ne pas réaliser une étude hors sol. Et en parallèle de ces visites, on a recueilli tout un tas d'informations dans les différents documents réglementaires, tels que les PLU, le SCOT, ou les différentes bases de données disponibles sous SIG, qui nous ont par exemple fourni les zones de SNIEF et les aires d'alimentation des captages d'eau dégradés. Donc on s'est retrouvé avec énormément d'informations sur les zonages, les risques naturels et technologiques, les mesures de préservation environnementale, toutes les OAP et les localisations préférentielles pour le développement commercial, mais aussi des informations concernant l'accessibilité du site, telles que les axes de transport en commun, tram, bus et les axes routiers majeurs qui desservent le site. Donc ensuite, il s'agissait d'analyser toutes ces données et donc on s'est servi d'un bilan AFAM pour relever les atouts, faiblesses, opportunités et menaces de chaque secteur. Donc ça nous a permis de mettre en avant les points forts, les points faibles et les potentielles évolutions sur le site. Ensuite, afin d'avoir une meilleure vision d'ensemble, on a choisi de mettre en lumière les potentialités de chaque secteur en termes d'activité, d'agriculture, de renaturation, de valorisation énergétique, de logement et d'équipement public.
Et pour finir, on a classé tous les secteurs selon leur opportunité de mobilisation, et ce par une évaluation de 3 critères. Donc le premier critère, c'était la dureté foncière, c'est-à-dire la capacité de mobiliser rapidement un terrain. Le deuxième critère, c'était les contraintes d'aménagement en lien avec l'occupation du site, donc les contraintes réglementaires et ou physiques. Et le troisième critère, c'est les enjeux urbains. Ainsi, la mobilisation est évaluée de 1 à 3. Donc voici maintenant comment nos fiches se structurent. Donc chaque fiche se compose d'une double page avec à gauche la détaillisation du site et son insertion urbaine, ainsi que quelques photos qui laissent voir différents aspects du site. Donc l'emplacement de la prise de vue de chacune des photos est indiqué afin de pouvoir mieux s'y retrouver. Et en face, on retrouve les différentes informations collectées durant la phase de recueil de données. Donc le petit texte en bleu, c'est une brève description du site. Il nous présente la fonction, les exploitants, les propriétaires du site et de potentiels projets ou réflexions qui sont déjà en cours. Donc à côté, on a les illustrations des potentialités et des opportunités de mobilisation qui nous permettent de nous faire une idée du site au premier coup d'œil sur la fiche. Et juste en dessous, la carte visible nous présente sur l'état des dispositions réglementaires du site et aussi son occupation du sol en termes de superficie. Donc ensuite, chaque fiche se compose également de 2 cartographies, une sur les contraintes environnementales et l'autre sur l'accessibilité. En effet, ce sont des informations importantes qui nous renseignent sur la pertinence de mobiliser un site ou de mener une réflexion dans telle ou telle direction. Par exemple, si sur la cartographie des contraintes environnementales, on a un périmètre de protection des captages d'eau potable, on va plutôt penser à mener une réflexion dans le sens de la désimperméabilisation pour suivre une certaine logique. Et pour finir, donc, chaque fiche fait la liste des points forts, des points faibles et des usages possibles qu'on a surélevés. Donc voilà comment nos fiches se structurent. Maintenant qu'elles sont rédigées, on attend un retour d'Amosa pour la sélection de quelques-uns de ces sites, donc 2 ou 3, afin de faire une analyse plus poussée et faire des propositions de développement plus concrètes. Donc voici pour la méthodologie, on va pouvoir passer aux résultats. Donc au total, on a identifié 25 sites qui ont été prévalidés par l'ESA. Et donc la nature et l'intensité des usages qui s'y trouvent sont variés. On a par exemple un site en friche à Grünstadt-Diebenheim où il n'y a plus d'activité depuis quelques années, alors qu'en face on retrouve des gravières qui sont en activité et qui ont une activité dynamique aujourd'hui. Vous me demanderez peut-être pourquoi sélectionner des gravières si elles se portent bien. Et bien en fait, ce sont des gravières qui sont en activité depuis de nombreuses années et les ressources s'amenuisent. Et étant donné qu'on travaille sur un temps long, on peut se poser la question de la pérennité de l'exploitation et de leur reconversion à la fin de leur exploitation. En effet, l'autorisation de carrière est possible pour une durée maximale de 30 ans. Et donc, par exemple, la gravière de Michel de Badesheim a une autorisation de carrière jusqu'en 2031. Donc, qu'est-ce qui se passera après? Eh bien, dans la loi, il y a une obligation de renaturation, mais étant donné que le sol est déjà artificialisé, on s'est dit que peut-être on pourrait penser à d'autres usages. Ensuite, on a également identifié un site particulier qui est l'abbaye de Lenbach. Nous l'avons identifié car de moins en moins de moines libres et ils ont un patrimoine bâti important qui leur devient de plus en plus difficile à entretenir. Et nous avons également... C'est pas que l'hiver, c'est le berger. Non, c'est le berger. C'est le berger. C'est un berger. Ouais. Pardon. Si c'est à Feiningue, c'est ça, à Feiningue, c'est le berger. Il y a peut-être les deux prononciations. On se pardonne, Et donc, on a aussi identifié l'écoquartier sur Ilsa, Ilsheim et Rixheim, où des études ont déjà été réalisées et où certaines communes sont en cours d'acquisition du foncier pour réaliser ce projet. Donc voilà, ça c'est l'ensemble des 25 sites qui ont été pré-identifiés. Je peux vous poser une question? Qu'est-ce que vous avez prévu pour l'hôpital de Hasenheim? Rien pour l'instant. Parce que je suis administrative de l'hôpital, j'aimerais bien savoir quand même. On reviendra dessus pendant l'émission. Oui, il y aura des questions à la fin, je pense qu'il vaut mieux attendre. Je précise juste, Romain, il y a un ponty chez nous. Donc, elle vient du nord d'Alsace
Donc je trouve ça très bien de l'avancer. On va en avant les apprentis pour qu'on reste deux à nous. C'est juste pour préciser. C'est Catherine qui pourra peut-être préciser les choses. Et voilà. Merci Romain. Voilà. Donc au total, ces 25 sites représentent une réserve foncière de 224 hectares, soit approximativement la même quantité que la consommation foncière autorisée pour les 10 prochaines années. Donc en 2050, avec la loi de zéro artificialisation nette, on sera rassuré de savoir qu'il y a encore cette réserve foncière qui existe à des fins d'activité ou bien de renaturation pour artificialiser ailleurs. Voici maintenant quelques exemples pour illustrer la façon dont on a réfléchi pour mettre en avant les potentialités et les opportunités de mobilisation de nos secteurs. Donc ce travail a été réalisé en commun avec les services de l'AFESA. Donc l'unité Campus des Collines a été classée au niveau 1 lors du dernier comité technique. En effet, une étude de faisabilité a déjà été réalisée en 2017 et le déménagement sur le campus de Lilleberg est prévu pour 2030-2033. Donc une fois que le site sera libéré, il sera alors facilement et rapidement mobilisable. En plus, le PLU indique cette zone en zone de reconversion des sites d'activité industrielle et tertiaire en zone mixte, donc pas de repère majeur à ce niveau-là. Et le plan guide sur les coteaux intègre ce secteur dans sa rénovation urbaine. Donc quand on regarde ce secteur dans son contexte urbain, on peut penser à de l'activité, à des logements ou à des équipements publics. Ensuite, le Auchan de Mulhouse a été classé en niveau 1 ou 2. Donc le comité technique a considéré qu'il était mobilisable mais sous condition. Par exemple, il y a des cubes au niveau de la station-service qu'il s'agira de neutraliser. Comme vous le savez peut-être, les locaux se vident et le Auchan est en liquidation. Du coup, la ville a lancé des études de faisabilité pour savoir ce que pouvait devenir ce site. Mais pour l'instant, il n'y a rien de tranché sur son devenir, mais la ville pensait plutôt à une mixité entre activité et habitat. Mais on pouvait aussi très bien penser à d'autres choses comme faire une continuité écologique ou une zone de compensation en désimperméabilisant le long de ce qui pourrait devenir un boulevard urbain à la place de la départementale. Ah oui, du coup, pour cet espace de compensation, on peut penser à de la végétalisation, mais aussi, pourquoi pas, à faire un espace d'agriculture urbaine. Enfin, on a illustré un cas de mobilisation de niveau 3 avec le Caron Rodolphe. Donc, c'est un site qui se situe dans une zone touristique avec le parc du Petit Prince et l'écomusée. Donc, il y a des enjeux patrimoniaux et touristiques importants sur ce secteur. Aussi le PLU classe cette zone en zone à urbaniser où sont admis les constructions, installations et équipements à vocation culturelle, pédagogique, touristique et de loisirs correspondant aux fonctions patrimoniales et muséographiques de l'écomusée. Et à côté de ça, il y a également un réservoir de biodiversité et une ZNF autour du site et une ICPE est encore présente sur le site. Donc toutes ces contraintes en font un site difficilement mobilisable, mais d'un autre côté, il y a quand même des potentialités, comme par exemple développer des équipements de tourisme industriel, ou bien stocker et produire de l'énergie avec d'une nouvelle technologie de STEP, donc station par transfert d'électricité par pompage, qui se servirait des ressources d'eau dans la nuit et d'une chute de 700 mètres. Ou bien il y a aussi la CEA qui a réfléchi à faire un espace de stockage de matériel de cinéma dans les grandes halles couvertes. Donc voici un peu la méthode qu'on a suivie pour réfléchir sur ces sites. Donc là, on est vraiment dans une idée de proposition. En aucun cas, un projet n'est figé ou tranché. C'est vraiment, en fait, il faut voir cette étude comme un outil d'aide à la réflexion qui se situe bien en amont d'un outil d'aide à la décision. Donc voilà. Je repasse la parole à Catherine pour la conclusion. Voilà, la conclusion, elle va être assez rapide. C'est vrai que c'est un travail qui est un peu exploratoire, mais qui est aussi un travail d'observation de comment fonctionne en fait le territoire et c'est les potentiels qu'on peut avoir.
Alors certes, effectivement, comme l'a dit Romane, ce sont des gisements sur lesquels on a pris la liberté d'avoir un regard dessus parce que ça nous paraissait important de pouvoir identifier quel potentiel on pourrait avoir dans les 10 prochaines années, voire même les 20 prochaines années. Et donc ça permet d'avoir un retour, enfin, en tout cas de pouvoir l'avoir en tête, en tout cas dans la tête des élus et puis aussi de la collectivité, de pouvoir travailler sur ces sujets-là par la suite. Donc l'observation finalement permet d'avoir, comme il le disait, un outil d'aide à la réflexion, mais aussi à la décision dans le futur. Donc le travail sur les gisements, c'est plutôt de la réflexion, mais après, quand on a des travaux d'observation plus précis, c'est un outil d'aide à la décision et qui devient indispensable actuellement, puisqu'on sera vraiment dans des mesures plus contraintes par rapport à la conservation foncière. Donc bien connaître le territoire permettra de mieux s'adapter aussi à cette maîtrise de la consommation foncière. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais je le reprécise, donc on est dans l'obligation de faire cet observatoire foncier et habitat, et donc ce qu'on avait l'intention de montrer, c'est qu'on peut le façonner à notre façon, enfin, en tout cas en fonction des besoins et des moyens du territoire, donc se basant déjà sur ce qui est fait, sur les manques surtout, et puis les besoins pour aller plus loin, pour appliquer aussi cette maîtrise de la consommation foncière. Et puis s'appuyer sur les dynamiques existantes. Donc, je pense qu'on a la volonté de ne pas refaire ce qui est déjà fait, mais de s'appuyer sur les dynamiques qu'on avait déjà observées et puis de pouvoir poursuivre ce travail-là. En gros, c'est un peu, on a déjà fait, on continue, on améliore ce qui a été fait. Maintenant, c'est la place à vos questions. Moi, je reviens sur ma question.